Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, j'ai ici l'indice précurseur Desjardins, publié il y a quelque temps, qui révèle un ralentissement de l'économie québécoise pour un 4e mois consécutif, alors que cet indice était à la hausse depuis plusieurs mois. Cet indice nous donne une bonne idée de ce que sera la performance de l'économie au cours des mois à venir. Desjardins donc signale que cette cadence moins soutenue de l'économie va se poursuivre. Le plus préoccupant, c'est l'indice de confiance des entrepreneurs qui est à la baisse. Les entreprises hésitent à investir en raison de ces perspectives économiques, mais aussi à cause du manque de main-d'œuvre. Un ralentissement économique représente des revenus moins importants que prévu pour le gouvernement et la Coalition Avenir Québec a annoncé plusieurs nouveaux engagements dans son dernier budget. Je pense entre autres aux maternelles 4 ans qui vont coûter des milliards de dollars. Lors du dépôt du budget, le ministre des Finances a souligné que la Coalition Avenir Québec avait la marge de manœuvre pour qu'elle ait la marge de manœuvre nécessaire pour respecter l'ensemble de ses promesses. Il fallait que l'économie surperforme. De toute évidence, l'économie ne va pas surperformer. Est-ce que le premier ministre a tenu compte de ce ralentissement de l'économie pour budgéter ses nombreux engagements ou bien s'est-il encore basé sur des estimés? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, je veux rassurer le chef de l'opposition officielle. L'équipe du ministère des Finances fait toujours des prévisions qui sont conservatrices. On compare avec ce qui est prévu par les différents économistes et donc on part de cette base pour faire les prévisions de revenus. Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle semble laisser entendre que la situation actuelle de l'économie dépendrait du nouveau gouvernement. Le chef de l'opposition officielle sait très bien qu'avant qu'un nouveau gouvernement ait un réel impact sur l'économie, ça prend un certain temps. Le ministre de l'Économie est en train de revoir le rôle d'Investissement Québec pour augmenter de façon importante les investissements privés, les investissements des entreprises, créer des emplois qui sont mieux payés. On a actuellement encore un écart de richesse de 17 % avec l'Ontario. Il n'y a rien qui a été réglé pendant les 15 années de gouvernement libéral. Si vous nous laissez un peu de temps, on va réduire cet écart-là avec l'Ontario, avec le reste du Canada, avec les États-Unis. Nous, on est ambitieux pour l'économie du Québec, mais donnez-nous un petit peu de temps. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. C'est parce qu'on commence à voir les coûts également, pas juste les perspectives économiques. On apprend qu'il y a une flambée des coûts, entre autres pour l'agrandissement des rénovations d'écoles dues à une surchauffe de l'industrie de la construction. Pour la grande région de Montréal, on parle d'un dépassement de 30 % par rapport aux prévisions. Est-ce que ça, le premier ministre l'avait prévu? Est-ce que ça dépasse encore les estimés? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je suis surpris de la question du chef du Parti libéral. On a eu un rapport l'année dernière qui nous montrait que 50 % des écoles au Québec sont en mauvais état. Ça n'a pas de bon sens d'offrir à nos enfants une école sur 2 qui est en mauvais état. J'en visitais une lundi à Scott, en Beauce. C'est gênant. Donc, Monsieur le Président, on va rénover nos écoles. On va s'assurer d'ajouter les locaux qui sont nécessaires. On doit ça à nos enfants. Puis oui, l'éducation va enfin être la priorité nationale au Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on est bien d'accord pour rénover les écoles. Le problème, c'est que les engagements de la CAQ vont coûter beaucoup plus cher que prévu. C'est ce que je dis. Le ministre des Finances lui-même a dit que pour que la CAQ respecte ses promesses, des mesures d'efficience devront être réalisées. Est-ce que le premier ministre pourrait nous dire s'il y a des ministères qui vont éventuellement écoper? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, est-ce que j'ai besoin de rappeler que et le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé ont des augmentations budgétaires de plus de 5 %.
C'était sûrement pas le cas sous le gouvernement libéral. On avait des coupures quand on tient compte des coûts de système. Oui, des coupures. Je comprends que l'ancien ministre des Finances est un peu choqué de cette situation. Je pense que c'était une erreur de couper comme l'ont fait les libéraux, surtout en éducation. C'est pas ça qu'on va faire, M. le Président. On va avoir de la vision pour le Québec. Troisième complémentaire, je vous demande d'éviter de vous interpeller. Vous connaissez la règle, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Parce que le premier ministre nous a dit on va avoir besoin de nouvelles entrées fiscales pour financer toutes les promesses. Il a dit le 18 avril dernier on va faire exploser les investissements des entreprises. Dans un contexte où là, Desjardins nous confirme que la confiance des investisseurs et des entreprises québécois s'effrite, comment va-t-il les convaincre d'investir massivement et de développer les marchés extérieurs? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, quand on regarde les marchés extérieurs, le Québec est en déficit commercial avec tous les pays sauf les États-Unis. Il n'y a pas eu d'effort de fait par le gouvernement libéral pour augmenter les exportations en Asie, pour augmenter les exportations en Europe. On va y travailler. Le ministre de l'Économie est à bâtir un plan enfin ambitieux avec Investissement Québec pour augmenter les investissements des entreprises au Québec, pour augmenter les exportations, pour enfin avoir une économie qui est à la hauteur de nos ambitions. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. L'ambition et la vision, c'est bien, mais la planification, c'est mieux. Lors des études de crédit, Monsieur le Président, j'ai demandé au Premier ministre s'il avait visité les maternelles 4 ans en France ou à New York, auxquelles il fait toujours référence. La réponse, à notre grande surprise, non. Alors, il s'est rapidement demandé à dépêcher le ministre de l'Éducation à New York. Pour apprendre quoi à New York, en fait? Ce qu'on lui dit depuis plusieurs mois, qu'ils sont allés trop vite, puis vous étiez beaucoup trop pressés. Pour apprendre quoi, en fait, Monsieur le Président? Qu'en fait, là, c'est pas ça nos véritables besoins. J'ai peut-être une petite suggestion pour le ministre de l'Éducation. Avant d'aller à New York, on peut peut-être commencer à visiter le Québec, comprendre les véritables besoins des Québécois. Partout, on nous parle aussi des repas en milieu défavorisé. Ils sont prêts à mettre plus de 2 milliards de dollars pour les maternelles 4 ans, mais ils sont pas prêts à mettre 20 millions de dollars pour les enfants qui, eux, ont besoin de repas chauds. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je suis bien content que ma collègue revienne sur ce bref voyage à New York, un peu moins de 48 heures. On a rencontré des gens là-bas qui étaient critiques par rapport au déploiement de la maternelle 4 ans à New York sur la façon dont ils l'ont fait. Écoutez, ils l'ont déployé en 4 mois. En mois d'avril, le maire a dit qu'il faut que ça soit tout ouvert pour septembre. Bonne idée, mais c'était trop vite et ils nous le disaient. Quand je leur expliquais qu'on était à l'an 1 d'un plan sur 5 ans, ils étaient jaloux. J'ai rencontré celle qui conseillait le maire de New York, celle qui préside au déploiement, des enseignantes, des directions d'école qui disaient « Wow, c'est sûr que vous allez réussir votre coup en le déployant sur 5 ans. » Qui nous disaient « Bien, ne faites pas l'erreur de ne pas avoir de service de garde parce que c'est difficile, la conciliation travail-famille, si les jeunes finissent trop tôt. » Heureusement, on va avoir un service de garde. Faites attention à votre programme, nous disaient les gens. C'est important d'avoir une approche mixte, équilibrée, qui mise sur la socialisation des jeunes aussi, pas seulement la pré-littératie, la pré-numératie, le développement moteur, mais la socialisation. On est là-dedans aussi. Donc, on tire plein de leçons pour réussir cette implantation. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Inutile de voyager à New York pour comprendre que le système new-yorkais est différent du système québécois. Je comprends qu'il a apprécié sa visite dans la grande pomme, mais avant de comparer les pommes avec les bleuets québécois, d'abord, faut-il visiter le Québec. Puis au Québec, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'argent dans notre milieu actuel. Et présentement, pour 20 millions de dollars, pas 2 milliards, 20 millions de dollars, on sera en mesure de nourrir correctement des enfants dans les milieux défavorisés montréalais. Est-ce que le ministre est prêt à admettre qu'il va trop loin, trop vite, sans écouter réellement les besoins du milieu québécois? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous sommes définitivement à l'écoute. Bien sûr, pendant 48 heures, j'ai visité 4-5 écoles à New York, mais ça fait 5 ans que j'en visite. En étant porte-parole de l'éducation dans cette chambre pour ma formation politique. Ça fait 17 ans que j'enseigne dans le réseau public. Je pense que ça va aller pour les visites d'école.
Ma collègue pourrait en visiter pendant 10 ans, puis elle n'aurait pas encore visité autant que ce que j'ai fait, c'est que ça va aller pour ça. L'aide alimentaire n'est pas menacée par notre gouvernement, Monsieur le Président. On investit davantage que dans les années passées. Peut-être que sur l'île de Montréal, la gouvernance régionale peut mieux répartir ces nouveaux fonds qui ne sont pas encore arrivés. Terminant. Mais l'argent s'en vient. Il y aura plus d'enfants qui recevront plus Deuxième d'aide. complémentaire, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Oui. Nous partageons tous la préoccupation du gouvernement de mieux intervenir auprès de la petite enfance. C'est pour cette raison-là que nous avons développé au Québec un réseau de services de garde de qualité. Le ministre a-t-il visité les CPE au New York? A-t-il eu l'occasion de vanter notre modèle pour soutenir nos enfants? Monsieur le ministre de l'Éducation. C'est un comparable intéressant parce que j'avais cette prémisse, évidemment, avant d'y aller, de dire peut-être qu'à New York, ils n'avaient pas de réseau de garde avant de lancer ce déploiement de la maternelle 4 ans. Ce qu'on a constaté, c'est qu'ils étaient à peu près au même point de départ que nous en partant. Ils avaient toute une pluralité de garderies, de services de garde, avec plus ou moins d'encadrement, s'il vous plaît, avec des formations différentes à l'intérieur du réseau. Quand ils ont décidé de déployer la maternelle 4 ans, ceci dit, ils sont en train d'améliorer leurs services de garde, comme nous sommes en train d'améliorer à la fois le réseau qu'on offre à l'école pour les 4 ans, le réseau de services de garde. Je souligne l'excellent travail de mon collègue de la famille, d'ailleurs, qui a de très bonnes nouvelles pour déployer davantage le réseau de CPE. Question principale, Madame la députée de Fabre. Merci, Monsieur le Président. Il y a un cri du cœur ce matin, un cri du cœur qui me touche beaucoup, qui touche toute la population qui lit le soleil ce matin, celui de Gilles Kegel et de sa fondation que tout le monde connaît. Depuis 35 ans, sa fondation aide 350 000 personnes seules. On le surnomme avec beaucoup d'affection la Mère Teresa du quartier Saint-Roch. Aujourd'hui, il doit faire face à une augmentation fulgurante du nombre de ses bénéficiaires, du nombre de personnes seules dans le besoin. Parce qu'il croit à la dignité des personnes vulnérables, il ne veut surtout pas avoir à faire le choix entre les nourrir et leur offrir des funérailles. Ce matin, j'appelle le ministre de la Solidarité sociale à entendre le cri du cœur de M. Kegel, l'urgence de lui donner une réponse aujourd'hui pour la dignité des personnes seules, pour la dignité des personnes vulnérables. Ce matin, le ministre de la Solidarité sociale peut-il confirmer une aide financière d'urgence à la Fondation? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, c'est effectivement une situation à laquelle nous sommes extrêmement sensibles. Cet homme s'est dévoué pendant des années auprès de populations très vulnérables. J'ai d'ailleurs eu, moi, l'occasion, dans ma carrière, d'être très proche de situations telles qui sont décrites par la collègue. Je pense que nous devons certainement apporter notre support à M. Kegel. Et j'ai été sensibilisée aussi ce matin par ma collègue ministre de la Sécurité publique et qui est très sensible à la situation. Alors, Monsieur le Président, comme gouvernement, comme ministre de la Santé et des Services sociaux, c'est une priorité pour nous d'aider des gens qui se dévouent pour une population qui est dans les plus vulnérables au Québec. Alors, nous prenons l'engagement de supporter cette personne qui s'est dévouée tellement pour des gens dans le besoin, dans des situations particulièrement préoccupantes. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Fabre. Monsieur le Président, j'entends la sensibilité de la ministre, mais je rappelle deux mots qui sont au cœur de ce qu'on discute aujourd'hui, le mot « urgence » et le mot « vulnérable ». Alors, je souhaite vraiment, Monsieur le Président, en tout respect, que la ministre puisse se lever aujourd'hui et aller au-delà de la sensibilité que j'entends bien. Je souhaite véritablement entendre une réponse concrète de la part de la ministre. Va-t-elle régler l'urgence de la Fondation aujourd'hui? Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie l'empathie de ma collègue de Fabre. On a eu l'occasion de se côtoyer à de multiples reprises. Évidemment, on est constamment préoccupé par la pauvreté, l'exclusion sociale. Et dans le cas de M. Kegel, il s'occupe aussi de personnes itinérantes. Il s'occupe de corps abandonnés, de personnes décédées,
laissées à elles-mêmes par leur famille. Ils s'occupent de plusieurs causes à connotation profondément sociale. J'en ai discuté avec des collègues au caucus ce matin. On est préoccupé par l'état d'urgence de la situation de M. Kegel. Et moi, je vais en parler avec des personnes de mon ministère rapidement pour qu'on accorde un suivi. Deuxième Merci. complémentaire, Madame la députée de Fabre. Monsieur le Président, avec un ton que je veux tellement dans la sensibilité et l'empathie que nous avons tous, je m'attends tout de même à une réponse concrète, une réponse aujourd'hui. Je pense que M. Kegel mérite qu'on puisse lui loger un appel aujourd'hui pour régler sa situation d'urgence, la situation à laquelle il fait face pour les personnes vulnérables du Québec. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Monsieur le Président, comme je viens de le mentionner, dès ce matin, moi, je vais avoir des communications concrètes avec des personnes de mon ministère qui sont en charge des dossiers des personnes vulnérables. Sachez que depuis notre élection, on est extrêmement actifs. Souvenez-vous, le 12 décembre, les montants d'argent pour les personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi, les toxicomanes, les itinérants, c'est des causes qui nous préoccupent grandement. La lutte à la marginalité est un débat constant dans notre société. Moi, j'ai vraiment l'intention de m'attarder au dossier de M. Kegel et de lui répondre rapidement. En terminant. Alors, merci, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, on salue l'ouverture du Collège des médecins, de l'Ordre des infirmières et de la ministre pour avoir accordé plus d'autonomie aux infirmières praticiennes spécialisées. Mais d'autres professionnels de la santé pourraient aussi agir pour des besoins immédiats auprès des patients et aider à résoudre le problème qui est que la porte d'entrée au service de santé, ça demeure toujours le médecin. 3 exemples. Au Québec, on ne peut pas aller voir un psychologue dans le réseau public sans être référé par un médecin, à moins de payer dans le privé. Deuxièmement, chez les hygiénistes dentaires, 3 ordres professionnels sont arrivés à un consensus pour que les hygiénistes répondent aux besoins criants des aînés, des enfants et des populations les plus vulnérables. 3e exemple, les pharmaciens, on pourrait leur octroyer le droit de vacciner et de réviser la médication, par exemple. Est-ce que la ministre va faire en sorte de permettre rapidement à d'autres professionnels de la santé de répondre aux patients dès la première ligne? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, je remercie beaucoup mon collègue de Jonquière de me poser cette question parce qu'il touche là l'objectif le plus important que nous avons à la santé et aux services sociaux, l'accès aux services pour la population du Québec. Et c'est exactement de cette façon-là que nous allons le faire. C'est en déployant, Monsieur le Président, l'ensemble des compétences des professionnels bien formés que nous avons dans le réseau de la santé et des services sociaux, notamment les infirmières praticiennes spécialisées. Et quelle belle annonce nous avons faite la semaine dernière avec le président du Collège des médecins et avec également le président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Nos IPS vont pouvoir, à terme, déployer complètement leurs compétences et offrir davantage d'accès, Monsieur le Président, à la population du Québec. Nous avons également des travaux actuellement très actifs au niveau des hygiénistes dentaires, au niveau des pharmaciens, et nous travaillons également, comme nous le savons, le dossier de la santé mentale. Première complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, ça a pris un Godreau du Saguenay pour ouvrir les discussions avec le Collège des médecins. Vous savez, après les IPS, donc, il y a 3 autres professions. Maintenant, on veut savoir de la part de la ministre, Monsieur le Président, est-ce qu'elle peut nous dire clairement quel échéancier qu'elle nous donne? Elle nous dit qu'il y a des travaux qui sont en cours avec 3 autres professions. À quel moment on aura un dépôt ici de projet de loi ou d'annonce pour décloisonner les professions, pour donner plus de services aux patients? Parce que ce qui compte, c'est pas protéger. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, s'il vous plaît. Bien, Monsieur le Président, une chose que je peux assurer mon collègue de Jonquière, c'est que ça ne prendra pas 15 ans. En 6 mois, nous avons réussi une entente fort intéressante avec le Collège et des médecins et avec l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. En 6 mois. Pour les autres professions, nous allons adopter
et nous adoptons déjà un rythme accéléré. Alors, ce que je dis, Monsieur le Président, c'est que nous agissons et nous allons faire en sorte que ces professionnels pourront déployer à terme davantage leurs compétences dans un échéancier assez court. Donc, nous travaillons intensivement. Deuxième complémentaire. Monsieur le député de Jonquière, vous êtes le seul à avoir la parole. Oui, Monsieur le Président, vous êtes bien au courant parce que le 26 mai 2018, la CAQ a pris l'engagement électoral de décloisonner la pratique médicale pour permettre aux professionnels de la santé d'utiliser toutes leurs compétences. Oui, un premier pas a été fait avec les IPS, mais on attend la suite. Est-ce que ça va prendre encore la permission du Collège des médecins pour permettre à la ministre d'aller plus vite, plus loin avec le décloisonnement des professions dans le domaine de la santé? On veut un échéancier rapidement. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, au niveau des IPS, le Collège a remis à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec la responsabilité d'encadrer la suite de la démarche. Et j'ajoute, au niveau de l'accès aux services de soins et de santé et de services sociaux, en plus, nous travaillons un autre dossier qui va augmenter l'offre de services en première ligne, Monsieur le Président. Le changement de mode de rémunération des médecins de famille, dossier majeur. Et nous avons des discussions très importantes actuellement avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et nous savons que nous pouvons avancer dans ce dossier. Tout ce dossier de l'accès aux soins et services. Question principale. Monsieur le député de Laurier-Dorion. Monsieur le Président, parmi les dizaines de milliers de personnes affectées par les projets de loi 9, il y a 140 aides familiales originaires des Philippines qui travaillent au Québec depuis au moins 2014. Elles s'occupent de nos aînés, de nos enfants, des personnes en situation de handicap. Elles font un boulot que peu de gens accepteraient de faire. Elles vivent dans la précarité. Elles travaillent 6 jours par semaine pour pas cher. Ces femmes sont arrivées au Québec en vertu d'un programme fédéral qui leur promettait la résidence permanente au bout de 24 mois de travail. Elles ont laissé famille et enfants derrière elles. En échange, le Québec s'est engagé à leur ouvrir ses portes, jusqu'à ce que le ministre renie cet engagement du jour au lendemain. Pour lui, c'est peut-être 140 dossiers parmi d'autres. Pour moi, c'est une question d'humanité, Monsieur le ministre. Est-ce que le ministre de l'Immigration s'engage à traiter les dossiers des aides familiales et à leur accorder un certificat de sélection? Monsieur le ministre de l'Immigration. Oui, Monsieur le Président, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer le député de Laurier-Dorion en privé sur cette question-là relativement aux aides familiales. Et vous savez, dans le cadre du projet de loi 9 sur la réforme de l'immigration, on s'est engagé en tant que gouvernement pour les personnes qui étaient situées sur le territoire québécois au moment de la demande à les inviter en priorité par le biais du système ARIMA. Donc, parmi le maximum de 3 700 demandeurs qui sont présents sur le territoire québécois. D'ailleurs, on a présenté une motion ici à l'Assemblée nationale. J'ai présenté la motion à l'Assemblée nationale qui a été refusée par certaines formations politiques d'inviter en priorité les gens qui sont sur le territoire québécois. Une chose est sûre, Monsieur le Président, si on veut s'assurer de pouvoir lever les craintes de ces personnes-là actuellement, il faut adopter le projet de loi 9 et il faut pouvoir s'assurer de pouvoir faire l'invitation après l'adoption du projet de loi 9 pour régulariser la situation des personnes qui pourraient se retrouver dans une situation comme telle. Cela étant dit, je rappelle que le programme des aides familiales, elles sont présentes ici, ces personnes-là, en vertu d'un programme fédéral, d'un permis de travail fédéral et non pas en vertu d'un permis de travail québécois. Première complémentaire, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Le ministre sait très bien que qu'ARIMA ni les programmes d'expérience québécoises ne sont adaptés à leur situation. Alors, il nous sort toujours la même histoire qui nous épargne sa cassette. Ces femmes sont des travailleuses autonomes, elles ne parlent pas français, elles sont dans l'obligation de résider chez leurs employeurs. La réalité, Monsieur le Président, c'est qu'elles n'ont qu'un choix entre l'illégalité, le rapatriement ou le reste du Canada. Je lui demande à nouveau, le ministre va-t-il permettre à ces femmes de rester au Québec en les accordant... Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, comme je vous le dis, les aides familiales sont présentes sur le territoire québécois, notamment en vertu d'un permis fédéral de travail qui est accordé pour ces aides familiales-là. Tel que je viens de le souligner au député de Laurier-Dorion, à partir du moment où le projet de loi 9 sera adopté, nous allons les inviter en priorité à postuler dans le cadre du programme ARIMA.
Une chose est sûre, Monsieur le Président, c'est qu'on se retrouve dans une situation où il n'y avait pas de programme particulier pour les aides familiales dans le cadre du précédemment, dans le cadre du volet fédéral-provincial, et donc les dossiers des aides familiales étaient traités dans le programme régulier des travailleurs qualifiés. En terminant. Alors, comme je l'ai dit, on va les inviter à partir du moment où le projet de loi 9 va être adopté. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Le ministre ne démontre aucune sensibilité alors qu'il sait très bien que ces femmes-là n'ont pas de place dans le programme Arrima ni d'expérience québécoise. Mais si le ministre a un corps sensible, c'est bien l'économie. Et je pense qu'il reconnaîtra la contribution essentielle de ces femmes-là à l'économie québécoise. Le Québec vit aujourd'hui une pénurie de main-d'œuvre. Le ministre peut-il nous expliquer qui va prendre la place de ces 140 femmes auprès de nos aînés, de nos enfants, de nos personnes handicapées? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je comprends que le député de Laurier-Dorion a la question. Ma réponse va en lien avec sa question. Je viens de vous dire, Monsieur le Président, que j'allais les inviter à partir du moment où le projet de loi 9 va être adopté. Je ne peux pas être plus clair que ça. On se retrouve dans une situation où les aides familiales sont dans le contingent des 3 700 demandeurs qui avaient fait leur demande au Québec. On va les inviter en priorité à partir du moment où le projet de loi 9 sera adopté. Je ne peux pas être plus clair que ça. Elles sont présentes sur le territoire québécois. Elles ont fait leur demande sur le territoire québécois. Elles seront visées par l'invitation prioritaire sur le territoire québécois. Je réponds à votre question. C'est très, très clair. Question principale, Monsieur le député de Darcy-McGee. Merci, Monsieur le Président. Les Premières Nations de Wendake, Odanak et Manawan ont officiellement interdit la vente et la consommation de cannabis sur leur territoire. Témiscamingue et Kitigan-Zibi, entre autres, le sont aussi. Le peuple autochtone qui partage avec nous le territoire du Québec ont leur propre perspective sur les comment et les pourquoi de la légalisation du cannabis et sur la meilleure façon d'assurer la sécurité et le bien-être de leurs jeunes. Ils veulent exercer et voir respecter leur autonomie légitime au sein de leur propre communauté. La ministre responsable des Affaires autochtones est au courant de cette situation. C'était exposé lors des audiences sur le projet de loi 2 en février. Donc, Monsieur le Président, est-ce qu'elle va interpeller son collègue responsable du projet de loi à agir en conséquence? Madame la ministre responsable des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de sa question. En fait, je vous confirme aujourd'hui qu'il y a une lettre qui a été envoyée à toutes les communautés du Québec, des communautés autochtones, afin de leur donner la possibilité d'entrer en contact avec le SAA pour conclure une entente, soit de non-vente sur le territoire ou soit de vente sur le territoire. Alors, toutes les communautés ont reçu cette lettre qui précisait de prendre une entente avec le SAA. Jusqu'à ce jour, il y a quelques communautés qui ont pris une entente. En fait, l'entente n'est pas terminée, mais qu'on a commencé les discussions. Alors, j'invite toutes les communautés qui veulent soit vendre du cannabis ou ne pas de vendre de cannabis, d'entrer en contact avec nous. La loi le permet, c'est l'article 62, et il doit y avoir une entente entre les communautés et le Québec. Jusqu'à ce jour, pas d'entente de signer, mais quelques communautés ont signifié leur intention. Première complémentaire, Monsieur le député de Darcy-McGee. Bon, dans les faits, comment ça va marcher? Le premier ministre, dans ses peu de mots dédiés au peuple autochtone, dans son discours inaugural, 29 pour être exact, a parlé de l'importance de continuer à bâtir une relation nation à nation avec eux. Le grand chef Ghislain Picard s'est prononcé clairement sur ses préoccupations concernant le projet de loi 2. Est-ce que la ministre responsable des Affaires autochtones va se charger de ses responsabilités et défendre réellement et activement les intérêts du peuple autochtone? Madame la ministre responsable des Affaires autochtones. Notre gouvernement prend une grande importance au peuple autochtone. Et c'est pour ça que dans l'article du projet de loi, l'article 62, met en évidence l'autonomie de ces peuples autochtones-là. Donc, il y a une entente. S'il n'y a pas d'entente entre le peuple autochtone et le peuple québécois, la loi, elle est partout. Donc, s'ils veulent se prévaloir de cet article-là, l'article 62, donc, ils ont à prendre une entente avec nous de nation à nation.
Voilà. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Oui, Monsieur le Président, si la ministre peut déposer cette lettre, on en serait très heureux. Mais entre-temps, elle passe complètement à côté de la traque dans ce dossier-là. C'est pas de savoir si la communauté peut vendre ou pas, c'est de savoir si la SQDC va aller livrer dans une communauté où il est interdit de vendre du cannabis. Le ministre délégué à la Santé le sait depuis 3 mois que cette situation-là perdure. Il se l'est fait dire par Ghislain Picard et il n'a rien fait. Pourquoi il n'a rien fait? Est-ce que c'est par manque de rigueur ou est-ce que c'est parce qu'il ne croit pas à l'autodétermination des peuples autochtones? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, je vous demande votre attention pour entendre les réponses. La parole n'appartient qu'au ministre. Monsieur le Président, le projet de loi encadrant le cannabis, le ministère de la Santé ne joue pas dans la vente, dans la distribution, ni dans les revenus du cannabis. Nous, notre rôle, c'est la santé mentale des jeunes qui consomment. Et ce qu'on a fait, la ministre des Affaires autochtones et moi, on a réinvité le chef Picard, on s'est assis avec lui, on a regardé comment, ils nous ont expliqué que 60% des adolescents autochtones consomment. Donc, comment on peut les aider? Votre budget a dû être rehaussé pour que ces communautés soient vraiment bien prises en charge. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a augmenté l'argent qui était dû pour les communautés autochtones pour prendre soin de ces jeunes qui sont très vulnérables. Question principale, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Alors, hier, le Parti québécois a déposé une motion demandant d'assujettir les entreprises à charte fédérale aux dispositions de la Charte de la langue française. Même si le Parti libéral, fidèle à lui-même, a refusé une fois de plus d'appuyer concrètement une mesure pour renforcer le français au Québec, le gouvernement, lui, a consenti. Motion ou non, le gouvernement a bien sûr le pouvoir, il a même le devoir d'agir. Pour contrer le recul du français, vous le savez, il faut agir et précisément dans les milieux de travail. Le projet nationaliste de la CAQ dit justement ceci: le renforcement de l'autonomie du Québec en matière linguistique devrait permettre concrètement d'appliquer la loi 101 aux entreprises fédérales. Alors ma question, Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement peut aujourd'hui nous confirmer qu'il va agir pour assujettir les entreprises à charte fédérale à la langue, ou plutôt à la loi 101? Madame la ministre de la Culture, des Communications et responsable de la langue française. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le collègue pour sa question. Vous savez, hier, lors du dépôt de cette motion, nous avions effectivement permis qu'elle soit là. Nous étions d'accord avec cette motion et, naturellement, le gouvernement libéral... L'opposition officielle, la première opposition, l'a bloquée. Alors, nous ne sommes pas si surpris que ça. Sachez, Monsieur le Président, que lorsque nous parlerons de la défense, de la protection, de la valorisation de la langue française, nous serons là, nous sommes là et nous agissons. La première chose que nous avons faite, Monsieur le Président, et qui n'avait pas été faite depuis 12 ans, dois-je le rappeler, par aucun des gouvernements qui ont déjà été à la tête du Québec, c'était de demander et de voir et de s'assurer que nous ayons un portrait global, les études quinquennales que l'Office québécois de la langue française devait déposer à tous les 5 ans. Monsieur le Président, ces études n'avaient pas été déposées depuis 12 ans. Alors, premier geste posé, ayons le portrait global. Nous l'avons eu, je m'en réjouis. À partir de ce portrait global, nous allons travailler chaque chose en son temps. Nous avançons, M. le Président. Première complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, votre attention, s'il vous plaît. Je vois que la ministre responsable de la langue française ne répond pas à la question, qui était pourtant assez claire. Aujourd'hui, ce qu'on lui demande, c'est si elle va agir pour justement mieux appliquer la loi comme elle le dit depuis déjà 6 mois. Un moyen concret de le faire, c'est d'appliquer la Charte de la langue française aux entreprises et aux 135 employés du Québec qui ne sont soumis à aucun régime linguistique. Quand la ministre va-t-elle agir? Madame la ministre responsable de la langue française. Monsieur le Président, nous agissons. Deuxième action extrêmement importante, nouvelle présidente directrice générale à l'Office québécois de la langue française. Je sais que ça déplaît aux amis de la première opposition. C'est leur prérogative. Nous avons mis à la tête de l'Office québécois de la langue française une excellente gestionnaire
Et déjà, je lui ai fait part de mes souhaits, de mes vœux les plus sincères à l'égard de l'application de la loi 101 et à l'égard de tout ce qui a trait aux plaintes, Monsieur le Président, entre autres, qui sont portées par les citoyens. Je veux que l'Office québécois de la langue française devienne l'outil des citoyens pour faire appliquer la loi. Chaque chose en son temps. J'ai parlé avec les syndicats. Deuxième complémentaire, et je vous demanderai un petit peu de silence, s'il vous plaît. La parole n'appartient qu'aux députés des Îles-de-la-Madeleine. Nous apprécions entendre les questions et les réponses. Merci, Monsieur le Président. Je parlais effectivement des 135 000 employés du Québec qui œuvrent dans 1760 entreprises et qui ne sont soumis à aucun régime linguistique. Je pose la question encore une fois, c'est un test de crédibilité pour le gouvernement et pour la ministre. On n'a pas besoin de demander la permission du gouvernement fédéral. Vous voulez mieux appliquer la loi 101. Quand allez-vous prendre les moyens pour assujettir les entreprises à charte fédérale à la charte de la langue française? Madame la ministre responsable de langue française, la parole n'appartient qu'à vous. Nous sommes tous attentifs, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président, nous sommes un gouvernement qui agissons dans l'ordre. Première chose, encore faudrait-il que toutes nous agissons dans l'ordre. Encore faudrait-il... S'il vous plaît. Poursuivez, Madame la ministre. Encore faudrait-il que toutes les entreprises québécoises qui doivent actuellement respecter la Charte de la langue française le fassent, et ce n'est pas le cas. Alors, nous allons commencer par nous assurer que nos propres entreprises de charte québécoises soient assujetties à la loi 101, que nos gens la respectent partout. Vous savez quoi, Monsieur le Président? Chaque chose en son temps. Nous agissons et nous allons agir en collaboration avec les employés de l'EQLF. Ça va bien aller. J'aimerais avoir un peu d'attention. J'ai comme l'impression que c'est soudainement un peu bruyant. Je pense qu'on est tous capables de faire attention davantage. J'imagine que les réponses vous intéressent également. Question, s'il vous plaît. Question principale, Monsieur le député de Chomédé. Merci, Monsieur le Président. L'Autorité des marchés financiers fait souvent les manchettes, je l'ai déjà dit. Selon les réponses du ministre, il faudrait croire que l'AMF, et je le cite, a révisé ses pratiques, acquis de nouveaux outils, consulté des ressources externes et poursuivi son évolution vers les meilleures pratiques réglementaires. Monsieur le Président, je vous annonce que le 15 avril dernier, des milliers d'actionnaires de la société biopharmaceutique Prométhique de Laval ont subi une prise de contrôle hostile déguisée. La participation d'un actionnaire établi aux îles Caïmans est passée de 3 à 81 %. Pendant que des milliards de dollars produits au Québec vont finir aux îles Caïmans, des milliers d'actionnaires ont été abandonnés. L'AMF a dit qu'elle allait se pencher sur les doléances des actionnaires. Si l'AMF est une organisation responsable et professionnelle qui est toujours en processus d'amélioration continue, est-ce que le ministre pourrait nous confirmer que l'AMF a procédé à une enquête officielle? Monsieur le ministre des Finances. Merci beaucoup, député Chomédé, pour cette question. Effectivement, des actionnaires ont été dilués dans leur propriété de cette entreprise dans le cadre d'une restructuration. C'est préoccupant et l'AMF s'occupe déjà de cette situation, est en action sur ce dossier, a rencontré les actionnaires et fait son travail. Et à complémentaire, Monsieur le député de Chomédé. Prométhique est dans mon comté, embauche 250 employés, des emplois payants à plus de 100 000 $. Comme l'AMF a admis avoir reçu une centaine de correspondances d'actionnaires en colère et très préoccupés, elle a organisé une téléconférence à laquelle les investisseurs n'avaient pas la possibilité de poser des questions. Les citoyens sont inquiets, moi aussi, j'imagine que le ministre responsable de Laval aussi. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment il compte répondre aux questions des milliers d'actionnaires inquiets, lésés par leurs administrateurs? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, l'AMF est sur le dossier. Elle s'en occupe. Il y a une enquête. Ce n'est pas le ministre qui va se mettre sur l'appel-conférence avec les actionnaires qui ont été dilués par les détenteurs de dette. C'est un dossier important. L'AMF s'en occupe. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chomédé. Les dirigeants de Prométhique ont revendiqué des dispenses en vertu des règles en valeur mobilière dont l'AMF est responsable de l'application. L'AMF doit utiliser ses pouvoirs de contrainte, interroger les témoins, perquisitionner et même prendre le contrôle de la société pour protéger rapidement les actifs développés au Québec. Pour éviter un autre dossier bâclé comme Raymond ou Valéant,
Le ministre peut-il nous assurer que l'opération sera effectuée dans les plus brefs délais par des enquêteurs spécialisés en collaboration avec les forces policières? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, mon collègue de Chiomédy fait toutes sortes d'associations, nomme des noms, Valéan, etc. Ce dossier particulier, l'AMF s'en occupe présentement. Ce n'est pas des vœux, ils sont sur le dossier. Les actionnaires ont été dilués dans le cadre d'une restructuration par un détenteur de dette. Les actionnaires sont insatisfaits. Ils se sont adressés à l'AMF qui s'occupe précisément de ce dossier maintenant. Question principale, Monsieur le député de Marquette. Monsieur le Président, le 12 juin dernier, une motion présentée par mon collègue, le député de Jean Talon, alors ministre des Sports, a été adoptée à l'unanimité en cette Chambre. Cette motion saluait notamment le courage et la détermination des 12 athlètes skieuses victimes d'agressions sexuelles. La motion demandait également de modifier d'ici 2020 les règles de reconnaissance des fédérations sportives afin d'exiger l'adoption et le dépôt d'un plan d'action pour prévenir les agressions dans la pratique d'un sport au Québec, qu'elles soient physiques, psychologiques, émotionnelles et ou sexuelles. Cette motion demandait aussi que les règles contiennent des dispositions pour de la formation obligatoire, un traitement indépendant des plaintes, une reddition de comptes et finalement que le financement des fédérations sportives soit conditionnel au respect des dispositions des règles. Monsieur le Président, la ministre déléguée à l'Éducation peut-elle nous confirmer que ces consultations ont été entamées là-dessus? Madame la ministre déléguée à l'Éducation. Oui, merci, Monsieur le Président. Je peux confirmer à mon collègue député de Marquette que les travaux sont en cours. Nous sommes à rencontrer les différentes organisations, les différentes fédérations. Il y a eu un congrès qui s'est tenu les 5-6 février dernier, justement pour mettre ensemble les différents acteurs pour pouvoir développer les meilleures pratiques, pour pouvoir mettre les plans d'action en marche. C'est évidemment, et vous comprendrez par mon passé d'athlète, un dossier qui me préoccupe particulièrement. Certaines des athlètes sont des anciennes coéquipières, alors évidemment que ça fait partie de nos priorités, de mes préoccupations, de mes priorités, mais nous travaillons définitivement pour la mise en place de tous ces moyens-là et bien sûr de concert avec tous les partenaires, toutes les organisations pour s'assurer de répondre spécifiquement aux besoins de chaque milieu. Premier complémentaire, Monsieur le député de Marquette. Monsieur le Président, une étude de l'Université de Toronto illustrant de nombreux abus a été rendue publique le 30 avril dernier. Plus de 1000 athlètes actuels et à la retraite de notre équipe nationale, incluant des Québécois, ont été sondés. Parmi ceux-ci, jusqu'à 76 % ont subi de la négligence. Jusqu'à 62 % ont subi des sévices psychologiques. Monsieur le Président, ces données sont franchement troublantes. La ministre peut-elle nous confirmer que le travail est déjà commencé et je dépose le document? Il y a consentement pour le dépôt du document. Consentement. Madame la ministre déléguée à l'Éducation. Oui, merci, Monsieur le Président. Je peux vous confirmer que les travaux sont en cours. Pas plus loin qu'au Québec, on a des travaux qui se font, d'ailleurs avec la docteure Sylvie Parent qui a une chaire de recherche. Nous sommes à documenter les cas de violence, que ce soit physique, sexuelle, d'intimidation et tout ça. Alors, je peux vous assurer à mon collègue que nous travaillons dans ce sens-là. Et notre objectif de procurer un milieu sain et sécuritaire pour nos athlètes est là et est une priorité et nous travaillons d'arrache-pied pour que ça se concrétise. Merci. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marquette. Monsieur le Président, je poursuis avec les statistiques accablantes de l'étude. Plus d'une personne sur 5 ont subi des violences sexuelles. Plus de 19 % ont vécu de la violence physique. Finalement, 20 % des retraités ont dit avoir exprimé des pensées suicidaires. Ça, c'est une personne sur 5, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les résultats de cette étude sont déplorables et perturbants et j'imagine que l'ensemble de mes collègues le pensent aussi. En cette Semaine nationale de la santé mentale, cela démontre l'urgence d'agir. Concrètement, que faites-vous? Madame la ministre déléguée à l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Je pense que je peux vous dire qu'on a déjà des mesures qui sont en place et je remercie mon collègue, le prédécesseur ministre au sport,
mon collègue de Jean Talon. On a mis en place la plateforme Sport Bien-être. On a aussi Sport-Aide puis vous avez peut-être vu les travaux de nos homologues au fédéral. Au Québec, nous sommes en avance sur les travaux qui se font au fédéral. Alors, nous allons continuer de déployer ces ressources pour les athlètes, pour les entraîneurs, pour les parents, pour tous les intervenants, pour nous assurer encore une fois que nos athlètes évoluent dans des milieux sains et sécuritaires, et ça se poursuit concrètement. Question principale, Monsieur le député de Jean Lesage. Gilles Kègle a consacré sa vie aux plus démunis. C'est le héros des laissés-pour-compte de la Ville de Québec. Sa fondation, qui aide les plus démunis à obtenir un service funéraire, sera bientôt à sec car elle fait face à un nombre plus élevé de personnes décédées seules et sans argent. Ça en dit long sur notre société. C'est triste et on est tous responsables de ça. Mourir dignement, ça veut dire quelque chose pour Gilles Kègle. Gilles Kègle, c'est aussi une quarantaine de bénévoles qui, au fil des ans, ont fait 2 millions de visites chez les plus pauvres de notre société. C'est 150 repas par mois cuisinés et livrés. Gilles Kègle, c'est une institution qui a toujours fonctionné sans l'aide des gouvernements, mais en 2018, il a fait une demande. Elle a été refusée. Est-ce que la ministre de la Santé s'engage à lui octroyer le maigre 100 000 $ dont il a besoin? Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Monsieur le Président, merci encore une fois. Ça me donne l'opportunité de souligner l'engagement social de M. Kègle, le remercier et le féliciter pour ses actions qui ont une profonde retombée humaine. Et j'en prends bonne note, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, et j'apprécie le questionnement de mon collègue de Jean Lesage. On va essayer d'accorder le suivi le plus approprié possible au dossier de M. Kègle. Merci à M. le Président. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous.